parliez de qu'il n'y a pas assez de prise de conscience par les États vis-à-vis de la limite. Mais vous, en tant qu'ONG, est-ce que vous diriez que vous êtes autant vu, autant écouté, assez écouté par ces sujets et par rapport aux États membres, ou diriez-vous que vous n'êtes pas assez vu? Typiquement sur l'Union européenne, la déforestation, je dirais qu'on a pu compter, et jusqu'en dernière ligne droite où par exemple le ministre de l'écologie nous a écoutés sur le besoin de défendre les savanes et d'intégrer les autres terres boisées, ce qu'on appelle dans ce règlement. Et donc on a vu qu'on avait une influence et qu'on était écouté. Ici à la COP 15, on fait partie des ONG aussi impliquées pour pousser des propositions. Alors on pourra à la fin voir si effectivement on nous a écoutés sur toutes nos positions portées. Là c'est difficile de savoir. Après, est-ce qu'on est plus écouté? Si on était très écouté, on aurait plein de décisions à travers le monde qui sont en ligne avec nos demandes. Et c'est pas le cas. Donc le constat est finalement que nous en tant qu'ONG, mais au-delà parce qu'on porte des positions basées sur la science, c'est important de se poser la question, est-ce que les scientifiques sont écoutés? Et on le voit, le décalage entre les rapports scientifiques, les rapports que nous, plus d'expertise qu'on sort, avec des demandes qui sont basées sur la science, et les décisions politiques, il y a un énorme écart en fait. Donc effectivement, on n'est pas écouté du point de vue environnemental comme on l'aimerait, mais dans certains cas, on est quand même écouté. Donc le message, c'est de se dire que ça vaut la peine de se mobiliser et qu'ensemble, on peut, en étant fort par des pétitions, en étant fort par la pression qu'on exerce, en étant fort aussi et clair par rapport aux demandes, on peut compter, on peut arriver à décrocher des décisions. Donc il faut vraiment se dire que la décision, elle peut changer beaucoup de choses, mais qu'elle ne se prendra qu'à condition qu'on continue à vraiment s'investir et à y croire un peu aussi, parce que si on n'y croit plus et qu'on baisse les bras, il n'y aura personne d'autre pour nous aider, donc c'est bien de rester mobilisé. Aussi, on était juste curieuse aussi par rapport au fait que cette année, c'est la Chine qui préside. Et la Chine n'est pas non plus le pays le plus en voie vers tout ce qui est respect de la nature et tout ça, puisque c'est un des premiers consommateurs de charbon. Donc l'émission de carbone est très importante. Et on voulait un peu savoir c'était quoi votre avis sur le fait que c'est la Chine qui préside. On est aux Nations Unies. C'est une COP qui est donc dirigée par des partis. Et donc cette COP, en fait, elle est présidée par les pays qui se relaient chacun l'un après l'autre pour présider. Et ils décident eux-mêmes de faire confiance à un pays pour présider. Donc c'est pas le pays lui-même qui décide. Donc comme ça avait été la France pour la COP 21 avec l'accord de Paris, là on a pour la COP 15 un pays comme la Chine qui préside une conférence qui va être très importante comme pour la COP 21 parce qu'on attend un nouveau cadre pour la biodiversité. La Chine, en fait, elle s'est engagée sur ce qu'elle appelle, avec Xi Jinping, à une civilisation verte, écologique. Donc l'écologie fait partie de leur doctrine et de leur vision. Et elle contraste avec la réalité aujourd'hui, celle de, effectivement, beaucoup de centrales à charbon, mais dans le même temps, beaucoup d'énergies renouvelables qui sont développées aussi. C'est l'un des premiers pays au monde en termes de développement d'énergie renouvelable solaire ou éolien. Ils ont des objectifs très importants de capacité installée et qui dans le même temps aussi disposent de beaucoup de technologies, de connaissances et en termes de civilisation et d'histoire, cette relation à la nature et au paysage en Chine est importante. Donc la question c'est, suite aux orientations de Xi Jinping sur la civilisation écologique, comment c'est mis en œuvre province par province, comment la Chine arrive sur cette décennie justement à changer de modèle. Donc c'est très sensible par exemple sur le pic d'émissions. Il y a eu des engagements pour pouvoir s'assurer qu'au cours de la décennie on ait un pic des émissions en Chine. Donc ça veut dire qu'ils doivent changer de modèle énergétique. Ça veut dire aussi qu'on a traversé une crise Covid où on sait que biodiversité et Covid peuvent être liés. C'est-à-dire qu'il y a une chute en détruisant la nature, on rapproche l'homme d'espaces sauvages et le bétail et autres, et on appelle ça une seule santé, c'est santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Et donc de considérer qu'en fait la santé aussi en Chine dépend de la bonne santé d'écosystèmes et la santé mondiale aussi.
Donc avec la crise Covid, c'est quand même un message assez puissant pour convaincre les Chinois aussi de s'investir. Il y a des opportunités aussi de la Chine en matière du point de vue économique, de considérer que protection de la nature peut aller de pair aussi avec, on va dire, l'économie, parce que la moitié de notre économie repose sur des écosystèmes en bonne santé. Donc pour la Chine, c'est un virage qui peut s'opérer, qui n'est pas visible encore, mais sur lequel il y a eu des engagements. Et la question, c'est de savoir est-ce que ça va se traduire en termes de leadership dans cette COP en tant que président. Donc parfois, les présidents, que ce soit la Chine ou la France, ils se cachent derrière leur rôle de président en disant je ne prends pas position parce que comme je dois présider, je dois m'assurer d'une forme de neutralité dans mes prises de position. Et donc nous, ce qu'on va regarder vis-à-vis de la Chine là, c'est pas forcément les positions qui seront tenues par la Chine, puisqu'elle les préside, mais c'est la façon d'organiser la négociation. Et effectivement, pour l'instant, la présidence a été très effacée, donc nous, on l'appelle à vraiment prendre les choses en main et de pouvoir, avec méthode, essayer de décrocher ici un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Et on a des inquiétudes sur ce plan de savoir est-ce qu'elle sera vraiment très investie pour décrocher un cadre, ou est-ce que la COP va juste faire un flop et qu'on n'aura pas d'accord suffisant ou même pas d'accord du tout à l'issue de cette COP. Et ça, c'est pas gagné encore. Voilà. Et après la Chine, il faut quand même avoir en tête, nous ce qu'on regarde, c'est l'empreinte écologique, donc c'est l'empreinte par habitant. Et souvent, elle est pointée du doigt, que ce soit par des Européens ou par des Américains. Mais il faut aussi nous remettre en question en se disant si on pointe du doigt la Chine, on doit aussi nous regarder notre empreinte écologique. Et en tant que Français, quand en termes de carbone, on a, je crois, 12-13 tonnes par habitant, empreinte importée, parce que la Chine, en fait, il y a beaucoup des usines aussi qui sont là-bas, qu'on avait à l'époque chez nous. Et quand on voit la baisse des émissions dans l'Union européenne, elle s'appuie aussi sur l'externalisation des pollutions. C'est-à-dire qu'en fait, on a désindustrialisé et qu'on s'appuie sur d'autres pays qui sont en train de porter notre pollution par des produits qu'on consomme aussi dans l'Union européenne. Donc c'est là où ce qui s'est passé sur la forêt dans l'Europe, c'est intéressant parce que il faudrait aussi sur le carbone ou d'autres produits se dire comment je réduis mon empreinte. Et donc la Chine, il ne faut pas la voir comme étant seule. Et si on regarde les tonnes de carbone par Chinois, elles sont plus faibles. Il y a beaucoup plus de Chinois sur Terre, donc la pollution est mathématiquement plus importante. Donc souvent quand on dit non mais la France c'est rien du tout, etc., regardons par tête, par habitant. Et regardons si oui ou non on est pollueur ou pas. Et vis-à-vis de la biodiversité, on n'est pas mieux non plus. Enfin, en termes de destruction des écosystèmes, on a beaucoup d'espèces menacées en France, on en a perdu déjà pas mal. Et on a aussi une responsabilité vis-à-vis des pressions qu'on exerce, que ce soit du point de vue des mines, que ce soit vis-à-vis de la pêche, surpêche ou de l'agriculture industrielle et des pesticides. On a des responsabilités à agir ou pollution plastique. Donc voilà, pour la Chine, je dirais important de bien regarder ce qui va être fait pendant la COP, leur responsabilité de président, mais vis-à-vis de la pollution en Chine, de bien aussi considérer qu'on a nos pollutions et que chaque habitant sur Terre devrait regarder les Français, combien ils émettent, combien ils polluent, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on importe, et donc du coup de relativiser un peu et de se dire que chacun doit agir chez soi plutôt que de regarder ses voisins. Voilà. De trop regarder ses voisins, on perd peut-être parfois l'occasion de aussi s'attaquer à nos propres pollutions et qu'il ne faut pas voir ça comme une contrainte non plus, donc se dire qu'est-ce qu'on peut mieux faire en France, dans l'Union européenne, en matière de consommation, de production, de vie aussi et de mode de vie. En fait, c'est quoi notre projet de société? On aspire à quoi dans les prochaines années? Ça, c'est important. Donc vous avez parlé avec des négociations avec l'Union européenne. Et est-ce que vous arrivez parfois à rentrer en contact avec des pays qui sont moins développés en Amérique centrale, Afrique, Asie? Oui, alors l'avantage au WWF, c'est qu'on a une centaine de bureaux dans le monde et que par ces contacts, on arrive à parler avec l'ensemble des pays ici présents. Il y a quelques pays avec lesquels on n'a pas de contact direct, mais l'avantage, c'est qu'on arrive du coup à parler avec des délégués et des pays présents ici de toute la planète. Et ça, c'est fort. Parce qu'on le voit, par exemple, ce matin, on était à une réunion de délégation.
On a des collègues qui disent bah, là-dessus on a des pays champions qui poussent telle position, il faut les aider. Puis on a d'autres qui font n'importe quoi, donc il faut vraiment leur mettre un petit coup de pression. Et bah là, tout de suite, tac, on peut appeler, on envoie un email, on a nos collègues qui sont en contact dans d'autres capitales avec ces mêmes pays. Donc ça, c'est pratique. Vous pouvez nous donner quelques noms de pays avec qui vous n'avez absolument pas de contact? Les noms de pays avec qui on n'a pas de contact. En ce moment à la COP 15, Par exemple. 196 pays. Si je déduis. Oui, je vais vous dire par exemple, Afrique de l'Ouest, on n'a pas une présence du WWF. Et donc le Sénégal par exemple, le Burkina, on a des pays voilà, avec qui j'ai échangé dans les couloirs, comme le Burkina Faso. J'avais rencontré une personne qui venait du Burkina qui était à la COP et on n'a pas de bureau d'équipe sur place. Donc on a par exemple République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud, Ouganda. On a donc du coup une présence et une capacité de parler avec des négociateurs de plusieurs pays d'Afrique. Mais là, à la COP, sur l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas de représentant. Il y a des raisons particulières ou c'est juste, ça dépend des... Non, on n'a pas de bureau, oui. Okay. Donc du coup, on n'a pas d'équipe sur place. Avec quel pays vous avez plus de mal à négocier Sur les pays qui sont plus compliqués, bah en fait ça va dépendre aussi des gouvernements en place. Donc là on a des gouvernements qui dans certains pays sont pas du tout écolos et donc avec lesquels il est plus compliqué d'échanger. Ouais, on a passé à travers toutes les questions qu'on voulait vous poser, donc bah, merci beaucoup. De rien. C'est incroyable d'avoir aussi... Ça fait du bien en fait. Ouais, ça fait du bien d'avoir Un avis honnête. un vrai avis sur les choses. Ah. Donc merci beaucoup. Bah de rien. Et vous allez donc du coup continuer.